Chers élèves, je suis vraiment ravie de vous retrouver dans ce cours théorique pour le 3e et le 4e module qui vont se passer durant toute cette semaine. La partie du tarot temporel, donc c'est une partie qui vraiment n'existe dans aucun autre jeu. Évidemment, ce que je représente existe bel et bien dans n'importe où, dans n'importe quel jeu ou des non-jeux d'ailleurs. Donc, je vais vous présenter les 11 arcanes du tarot que j'ai appelé temporel, puisqu'il parle de ce qu'une personne humaine est amenée à vivre de sa naissance à sa mort. Parce qu'un homme ou une femme ne vivent pas uniquement en grandissant, en vieillissant, ils sont aussi des êtres de connaissance. Donc dans le tarot, dans la partie le tarot spirituel, vous avez vu déjà tout ce qu'un initié doit apprendre afin de parfaire l'œuf cosmique, si je puis dire, pour devenir vraiment un être nouveau qui est paré de toutes les qualités et avoir une renaissance totale avec le monde. Mais ça, évidemment, c'est dans l'idéalité, hein, puisqu'on ne tombe pas toujours sur les mêmes cartes. Et puis, à une question, on peut avoir beaucoup de chance, et puis à une autre question, on peut avoir beaucoup de malchance, ou en tout cas, une malchance temporaire. Donc, ici, dans ce cadre-ci, donc, l'homme d'abord est bébé, c'est comme ça, puis il devient enfant, puis adolescent, puis femme, ça ne veut pas forcément dire que c'est une vraie femme, puis homme, ce qui ne veut pas dire non plus que ce soit un vrai homme, et alors la personne âgée, qui est unisexe dans ce cas-ci. Puis, nous avons ce que je trouvais intéressant de rajouter dans ce jeu un peu particulier, puisque ça a des significations, mais vraiment extraordinairement élargies, vous verrez quand je vous raconterai chaque historique de cartes. Nous avons 5 autres cartes qui représentent pour moi ce que j'ai appelé des questions métaphysiques. C'est-à-dire que on n'est pas simplement un être qui grandit sans se poser de questions, bien sûr. Hein. Je ne parle pas évidemment des personnes qui ne se posent pas de questions, parce que malheureusement ça existe, c'est-à-dire qu'ils écoutent la météo, ils écoutent les infos, ils écoutent je sais pas moi, leurs parents, ils écoutent l'école, ils écoutent, etc., sans jamais se poser des questions de façon intrapsychique, donc des questions à eux-mêmes, parce que simplement, ils ont confiance dans l'information qu'on leur donne. La météo leur permet de savoir comment ils doivent s'habiller, les parents leur permettent de savoir comment il faut se comporter en société, l'école leur permet de savoir quels sont les codes moraux à respecter et comment étudier et apprendre, etc., etc. Donc il y a des gens, effectivement, qui se basent uniquement parce que c'est plus simple de suivre une norme, de suivre quelque chose de confortable, où on n'est pas trop remué de l'intérieur. Mais généralement, chez des personnes intelligentes, intelligere, enfin intelligence vient de intelligere en latin, qui signifie la capacité de relier les choses ensemble. Donc ça veut dire que l'on pense par soi-même et qu'on a des ressentis et qu'on aime bien savoir à quoi ça correspond, sans croire tout ce qu'on nous dit comme étant la véritable réalité, n'est-ce pas? Réalité qui de toute façon qu'on ne peut pas appréhender, mais réalité qui avec le tarot décrypté vous permet une petite incision dans ce réel, qui vous permet de voir les choses complètement différemment. De toute façon, notre vie n'est qu'un théâtre. Je ne vais pas dire que c'est la commedia dell'arte, mais enfin, notre vie peut être vue aussi comme une grande farce, une grande comédie, afin de la vivre mieux. Bon, mais ça, c'est ma façon de voir, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je suis quelqu'un d'optimiste. Alors, le cosmos, c'est l'immensément lointain, l'immensément grandiose, c'est l'immensité de ce qui nous entoure, face auquel on n'est absolument rien, ni personne. Mais on peut être vu comme une étincelle d'éternité, n'est-ce pas? Et donc là, alors ça a du sens. Comme la totalité de ce qui nous entoure. Nous ne sommes rien du tout. Même la planète Terre est rien du tout par rapport à la cosmogonie dans laquelle nous sommes insérés. Alors ne parlons même pas de l'être humain.
Hein. Ceci dit, on peut être vu comme étant une étincelle d'éternité, alors là ça a du sens. Donc c'est nous par rapport à l'immensément grand, à l'immensément lointain, à l'immensément à des années-lumière de nous, etc. Le cosmos est un petit peu pour moi, c'est ma vision de Dieu en fait, voilà, je vais dire ça comme ça. C'est ma vision de tout ce qu'on ne connaît pas. Je vous ai expliqué avec le cosmos que c'était ma vision de Dieu, ma vision de l'immensément grand, l'immensément éloigné de nous, l'immensément immense. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. C'est quelque chose que même si en astrologie, en astronomie surtout, on étudie beaucoup de choses en physique quantique, il y a quand même des choses qui resteront de l'ordre de l'impossible à mesurer. Et en ça, pour moi, c'est un peu Dieu. Donc ça veut dire que ça restera en tout cas, je veux dire, de mon vivant, ça restera de l'inconnu parfait, et tant mieux. Comme ça nous permet toujours de découvrir quelque chose de neuf dans la vie. Enfin, pour les gens dont ce genre de questions métaphysiques interpelle. Alors, à côté de ça, j'ai placé le cerveau. Alors le cerveau, pourquoi? Parce que le cerveau, pour moi, comme le cosmos est l'infiniment grand, l'infiniment éloigné, l'infiniment obscur, ça se passe la nuit, l'infiniment et en même temps l'infiniment lumineux, puisqu'il y a toutes les étoiles, les constellations, enfin bref, tout ce qu'on peut voir dans le ciel de magnifique. Et puis on a à côté l'infiniment petit, qui est le cerveau. Pourquoi l'infiniment petit? Pas parce que le cerveau humain est petit, mais parce que sa structuration interne, pour moi, si vous voulez, entre le cerveau et le cosmos, j'y mets une forme de parallèle, parce que pour moi, c'est tout ce que renferme le cerveau restera aussi du domaine de l'inconnu, même si les neurobiologistes, les neurosciences se penchent sur le cerveau, sur toutes les sphères, la sphère du limbique, la sphère de l'émotionnel, donc la sphère du pariétal, la sphère, enfin tous les lobes ont été analysés, découpés en rondelles, on essaie de détecter la pensée, on essaie de détecter la mémoire, on se rend compte que la mémoire est extérieure, enfin on a une mémoire interne évidemment, mais on a une forme de mémoire extérieure, comme si on était dépendant de ce cosmos, donc c'est un peu une caisse de résonance entre les deux, je veux dire on est relié au tout. Donc voilà, ça c'est pour moi le cosmos, ma notion de Dieu, et pour moi ça c'est notre petit Dieu, c'est notre cerveau, dont nous ne faisons pas toujours grand cas, qu'on soigne quelquefois à coup d'alcool, à coup de drogue, à coup de jeux virtuels, mais ce cerveau, mon Dieu, quel mystère il renferme. Donc je l'ai fait d'une telle façon à ce qu'on dirait, c'est comme si c'était une personne qui était penchée sur elle-même, qui se réfléchissait. Je l'ai fait aussi, j'ai teinté certaines zones pour faire penser à des comites humains, donc des comites de couple évidemment. Pourquoi? Parce que si deux êtres qui s'aiment n'ont pas l'idée de mettre un troisième enfant au monde, quelquefois ça peut être un accident bien entendu, mais normalement le cerveau est l'endroit pensé qui permet de concevoir que l'on veut en fait une descendance. Et donc pour moi il y a un mystère dans le cerveau comme il y a un mystère dans le cosmos qui est de l'ordre de l'ineffable, de l'indicible, c'est-à-dire que se passe-t-il dans notre inconscient profond? Que se passe-t-il dans l'inconscient cosmique? Voilà, pour moi, il y a le conscient et l'inconscient. La conscience est externe à nous, mais nous avons des fulgurances de conscience qui peuvent nous traverser et nous donner, par exemple, un insight, une idée lumineuse. Enfin, vous voyez un petit peu le genre d'idées qui me sont venues à l'esprit pour concevoir ces deux cartes. Bon, évidemment, ce n'est pas encore ce qu'elles veulent dire. Je vous explique juste la trajectoire qui m'a amené à pondre ces deux cartes. Nous avons la cible. Alors la cible, c'est, si vous voulez, les objectifs de vie. C'est, mais plus prosaïquement, pas prosaïquement, mais plus métaphoriquement, pour moi, c'est quelle est ta mission de vie? Donc, tu viens, une poussière stellaire, une étincelle qui est née dans une étoile, grâce à deux personnes qui se sont aimées, qui t'ont conçu, qui t'ont pensé. Mais bon, quel est le sens de notre vie?
Donc le sens de notre vie, c'est un petit peu, est-ce que nous avons une mission dans cette vie? Qu'est-ce qu'on est? Pourquoi on est là finalement? Quel est le but de la vie? Puis alors, bon, j'ai quand même rajouté une carte blanche qui veut aussi bien dire l'au-delà, parce que ça, c'est à force de manipuler les cartes que je me suis rendu compte que l'au-delà pouvait être représenté par la carte blanche. Mais c'est aussi le phénomène du destin, de la chance ou de la malchance. Pourquoi on a choisi de naître dans telle ou telle famille, si on croit en cela. Évidemment, moi je crois en la réincarnation. Bon, évidemment, ça m'appartient. Je crois en la réincarnation. Je crois effectivement qu'on est ici sur Terre, on vient faire une expérience particulière, avec une mission éventuelle. Peut-être que c'est une mission de pardon, peut-être que c'est une mission de rédemption, peut-être que c'est une mission de faire enfin la chose pourquoi on a été conçu il y a déjà 10 vies. C'est peut-être réussir, là on a été constamment en échec aussi dans nos vies antérieures, c'est peut-être juste venir penser et mourir comme un chien, c'est peut-être vivre une vie horrible parce que simplement, voilà, la vie qu'on a menée avant et encore avant était peut-être la vie d'un despote. Enfin, c'est mon idée de la réincarnation, de tous les cycles de la vie qui se répètent à l'infini et qui nous donnent quand même, mais quel est le sens de notre vie? Quelle est notre mission sur Terre, bon sang? Voilà, ça c'était ma troisième question. Donc ma quatrième question, c'est facteur de chance, le destin. Est-ce qu'on a carte blanche vraiment dans cette vie, ou bien est-ce qu'on est amené à suivre quelque chose pour remplir sa mission de vie? Vous voyez, je les mets aussi un petit peu en parallèle, ces deux-là, comme je l'ai fait pour le cosmos et le cerveau. Et enfin, écoutez, une fois qu'on vient au monde, quand on est petit garçon, petite fille, évidemment, arrive un moment où on veut savoir, d'abord il y a le stade, ce qu'on appelle le stade du miroir, on veut savoir qui on est. Si on ne sait pas qui on est, on ne sait pas où on va. Si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas qui on est. Si on ne sait pas qui on est, où va-t-on? Est-ce qu'on peut mener notre mission de vie? Enfin bref, ces cartes sont interchangeables. Je vous expliquerai beaucoup plus de nuances dans un second temps, mais ces cartes, pour moi, représentaient un petit peu, si vous voulez, les grandes questions philosophiques qu'un être humain peut se poser à partir du moment où il n'est pas une personne sans pensée, une personne décérébrée, une personne qui suit comme un mouton les préceptes de la vie qu'on lui enseigne et qui ne remet rien en question. Ça, c'était ma vision dans mon tarot temporel, de penser que dans notre temporalité, on a le temps de se poser ces 5 questions métaphysiques. Alors, on a tous été bébés, évidemment, enfants, adolescents, femmes ou hommes, et on devient une personne âgée si Dieu nous prête de vie. Alors maintenant, je vais vous expliquer en fait, donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi le choix des cartes, mais maintenant je vais vous expliquer qu'est-ce qu'elles veulent vraiment dire. Pour moi, le cosmos représente le tout. L'immensément grand, l'immensément éloigné, la notion de Dieu, l'hologramme, une sorte de reflet exact en immense, ce que reflète en immensément petit le cerveau. Donc j'ai l'impression, j'ai la prétention de m'imaginer, je ne dis pas de croire, de m'imaginer qu'on ne pourra jamais rien savoir du cosmos, je veux dire dans tous ses secrets, ni du cerveau dans tous ses secrets, et je dis bien heureusement qu'il nous reste des mystères, parce que s'il ne nous restait pas de mystères, la vie serait vraiment moins drôle. Je parle en ce qui me concerne. Et donc, le cosmos est immensément riche en tout, cette totalité, cette immensité, cette notion de Dieu, que moi j'imagine comme étant Dieu, l'univers, cosmos, et le cerveau ont des points communs. Quand je vous ai dit qu'un être humain était une étincelle d'éternité, une étincelle du cosmos, une étincelle d'étoile, une étoile peut-être tombée, voilà, eh bien le cerveau incarne cette étincelle de vie. Donc
avant de devenir bébé, enfant, adolescent, etc., il a fallu que deux êtres humains pensent à ça, pensent au fait d'une suite avérée. Donc on vient du grand tout, puis on incarne, on est incarné dans un cerveau, donc pouf, on a les messages et l'information qui part entre ces deux choses, si vous voulez, avant qu'on naisse, enfin, avant que l'on puisse avoir accès à la parole, avant qu'on puisse avoir accès à la totalité de ses perceptions et de bien comprendre où on est. Donc dans ce no man's land entre la naissance vraiment en tant que telle et les premiers mois de l'existence, je pense que le bébé a une connaissance de tout. Ça, c'est ma croyance. Donc, dans son cerveau, il se passe des connexions. C'est pour ça que je pense que nous sommes tous reliés. Évidemment, c'est ma croyance, c'est ma foi. C'est ma foi en moi, ce n'est pas la foi que j'ai été plagiée chez quelqu'un. Sans doute qu'elle appartient à beaucoup de gens. Je veux dire par là qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui pensent la même chose. Mais en attendant, je pense un peu les choses comme ça et je m'en fous un petit peu de savoir si les gens pensent comme moi, etc. Mais voilà, donc... Le cosmos est une sorte de perfection, de totalité. Le cerveau d'un petit enfant qui naît, est une perfection. Il a tout en lui. Il a une connaissance avant l'ère du langage. Il a une connaissance instinctive et, je veux dire, métaphysique du grand tout qui l'entoure. Il est indifférencié par rapport à ce qui l'entoure. Et ça lui permet donc plus tard de se différencier d'un animal, de se différencier d'un autre humain qui aurait peut-être une autre croyance, etc. Enfin bref. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aussi le cerveau? Alors, le cerveau en tant que tel veut dire l'intelligence, l'esprit, le cerveau de la famille. Ça peut vouloir dire une pathologie mentale. Ça peut vouloir dire un retard mental, je veux dire une anomalie à la naissance. Ça peut vouloir dire le fait... qu'on ait un problème à soi tout seul. Les gens qui se posent trop de questions, les gens qui sont hyper connectés, les gens qui captent tout, les gens qui sont des véritables éponges émotionnelles, les gens qui s'imaginent pouvoir tout solutionner, des gens prétentieux. Donc si vous voulez, si vous avez le cerveau à côté d'une arcane du tarot spirituel, vous dites tiens, elle se prend pour qui celle-là? Pour un cerveau, quoi. Donc je veux dire, il faut voir comment elle est aspectée. Évidemment, toute la richesse de ce tarot, évidemment, est liée aux connexions diverses qu'ils pourront avoir, enfin que cette carte pourrait avoir, par exemple, avec d'autres cartes, bien entendu. Mais bon, cerveau de la famille, pathologie, intelligence, connexion, reliance au tout. Quand je parlais d'hologramme tout à l'heure, je veux dire connexion entre ces deux choses avant l'ère du langage de l'enfant. Je vous répète que ce n'est qu'une croyance qui m'est propre et qui n'appartient peut-être qu'à moi, à mon savoir. Quand on est un petit bébé et qu'on vient de naître, qu'on distingue à peine les couleurs autour de soi, etc., et qu'on se demande un peu c'est qui cette grosse tache beige qui vient sur nous, que c'est notre maman qui vient nous embrasser, avant cela, avant les premiers contacts de peau, d'odeur, de couleurs, etc., il y a un ange qui vient en nous disant « Calme-toi. Maintenant, tout ce que tu savais, tu l'oublies. » Et c'est comme ça que le petit enfant réapprend tout. Voilà, ça c'est, je trouvais, une très belle histoire. On ne me l'a pas racontée, je l'ai lue, je ne sais pas où, il y a très longtemps. Et j'ai toujours trouvé cette histoire vraiment magnifique. Donc voilà. Alors, la cible, ça peut être une mission de vie, mais ça peut être aussi une cible. Ça veut dire qui vise-t-on dans l'objectif? Est-ce qu'on a une haine par rapport à quelqu'un? Est-ce qu'on se déteste? Est-ce qu'on a une notion de culpabilité? Est-ce qu'on a l'impression d'être, je ne sais pas moi, regardé par quelqu'un, être la visée de quelqu'un? Est-ce qu'on se sent un peu parano? Est-ce qu'on se sent poursuivi? Est-ce qu'on sent qu'on nous veut du mal? Est-ce que nous-mêmes, on a un objectif qui n'est pas net par rapport à une personne? Parce qu'évidemment, la cible, il y a aussi le non-cible, n'est-ce pas? Et donc, cible veut dire aussi, normalement, ce qu'on porte, c'est vraiment ce qui s'accroche, c'est dans la lunette d'un fusil,
ben, c'est une cible. Donc ça peut vouloir dire les visées, les objectifs de vie, la mission de vie, bon ça c'est un peu plus noble évidemment, ça peut vouloir dire aussi l'agressivité, un tempérament colérique, avoir quelqu'un dans son collimateur, se croire la risée de quelqu'un, se croire la victime d'une personne, se croire dans un monde hostile, ce qui n'est pas tout à fait faux au jour d'aujourd'hui, je vous le concède, mais enfin voilà, c'est tout ça la cible. Mais évidemment, toujours, parce que là je vous parle de carte par carte, toujours évidemment aspecté, etc. Et par rapport à une question dans un domaine bien précis. Alors évidemment, ces cartes explosent parce qu'elles donnent vraiment une saveur vraiment qui vous sera propre, mais qui sera aussi liée à l'amoncellement des cartes et à leur façon d'être jointes entre elles. Alors la carte blanche, c'est le facteur chance. C'est aussi, merde, je me retrouve devant une page blanche et je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi écrire. Imaginez que vous êtes scénariste ou que vous voulez raconter une histoire, vous avez plein d'idées dans votre tête, ça fourmille d'idées, mais impossible de mettre ça sur papier parce que vous n'arrivez pas à, par exemple, je ne vais pas dire dompter votre pensée, mais en tout cas, vous n'arrivez pas à structurer votre pensée. Donc le fait qu'il n'y ait pas de structure, c'est difficile de commencer. Donc ça peut être un blocage devant une page blanche. Ça peut être, j'ai de la chance, puis je dis, ah, j'ai le joker, j'ai la carte blanche. Moi, c'est moi qui peux faire. Maintenant, c'est à mon tour. Voilà, j'ai carte blanche, je fais ce que je veux. Je peux refaire un tour, je peux rejouer, c'est un peu comme les 2-6 au dé, quoi, vous voyez. Ah, c'est génial, voilà. Je peux tout me permettre. Si vous avez carte blanche dans un tirage, ça peut être votre rêve. Voilà. Quel est mon rêve? C'est un peu comme regarder les étoiles, vous voyez une étoile filante. Ah, j'ai capté une étoile filante dans mon esprit. Voilà le rêve que je lui mets, voilà le souhait que je me souhaite ou que je souhaite à quelqu'un d'autre. Mais la carte blanche, c'est un peu comme ça. C'est un petit peu un rêve, tout est permis. On peut tout se permettre. Enfin, vous savez, dans un jeu, imaginez que les cartes sont très mauvaises, et d'un coup vous avez ça en carte finale, mais c'est juste génial, quoi. Ça veut dire que tout s'ouvre. Tout ce que vous avez vu avant est balayé par la carte blanche. C'est un petit peu, comme pendant dans le tarot spirituel, c'est un petit peu comme le monde. Si vous avez le monde, le soleil, même à l'envers, mais bon Dieu, mais tout s'éclaircit. De toute façon, le soleil dit bien ce qu'il veut dire. C'est pas la nuit noire. Hein. Donc, voilà, c'est un éclaircissement, c'est enfin de l'air, c'est l'air. C'est une grosse goulée d'oxygène, de l'air pur, enfin. Enfin, le phénomène enfin de la chance, enfin je sors de toute cette période noire. C'est ça aussi la carte blanche, parce qu'il y a carte, il y a blanche. Alors c'est aussi la pureté, c'est aussi l'innocence, c'est aussi, moi, je l'ai remarqué dans certains jeux, donc je dis bien moi, parce que voilà, ce n'est pas du tout écrit comme ça dans la synthèse qu'est dans mon bouquin. Par exemple, si je la vois à côté d'une personne âgée ou bien du chariot retourné et la maison Dieu. Donc la maison Dieu, ça peut être l'hôpital, comme je vous l'ai expliqué. Le chariot retourné, ça peut être un accident de la route. Si vous avez une carte qui parle de la maison Dieu, mais qui parle aussi d'accident, de flash, de voilà. Et puis une voiture, enfin c'est pas une voiture, mais bon, vous avez le chariot retourné, ça peut être un accident et que tout d'un coup, pouf! Il y a des cartes qui disent que, évidemment, hospitalisation, je ne sais pas quoi. Puis vous avez, pouf, la carte blanche. Mais est-ce que vous n'auriez pas vécu une expérience paranormale pendant votre convalescence? Est-ce que vous n'avez pas failli frôler la mort? Donc, la carte blanche est aussi une sorte d'interface entre cette vie-ci et une autre vie. Je l'ai vu. Je l'ai vu, j'ai parlé avec 2-3 patients, clients, appelons-les comme on veut,
Et je dis, mais c'est bizarre, je vois que vous êtes obsédé par une personne, mais qui n'est plus là. Et je dis, vous avez encore votre père, votre mère, et la personne dit non, mon père est décédé. Je dis, ah oui, votre père est décédé. Je dis, écoutez, il est dans vos pensées. Je dis, on dirait qu'il y a une communication entre vous et cet homme. Elle me dit, oui, c'est vrai. Donc là, j'étais quand même un peu épatée. Je dis, tiens, la carte blanche, ça peut être un peu une sorte d'interface. Ça, je n'avais pas pensé. Quand j'ai écrit le livre, je n'avais pas pensé du tout. Enfin voilà, mystère, mystère. Alors, le miroir, je vous l'ai dit, c'est le stade du miroir, c'est savoir qui on est, parce que si on ne sait pas qui on est, on ne sait pas où on va. Le miroir, c'est aussi les problématiques narcissiques. Qui est-on? Pensez à Blanche-Neige avec sa marâtre, qui dit qui est la plus belle en ce miroir. Voilà, donc ça peut être ça, c'est peut-être des gens qui sont tout le temps en train de se contempler, c'est des gens qui sont tout le temps en train de se faire des selfies. Mais ça peut être aussi des gens qui se cherchent et qui regardent pendant des heures dans le miroir pour aller trouver le point noir. Enfin, vous savez, moi je l'ai fait, donc je suis assez maniaque. Et donc, c'est vrai que voilà, j'avais un petit peu un problème avec le perfectionnisme. Ça a duré longtemps. Hein. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Hein, voilà, parce qu'autrement je referai toutes mes vidéos parce que je ne suis pas contente, évidemment. Ça, je ne dis pas que mon contenu est nul, mais je trouve que ma tête, voilà, mes cheveux, je ne sais pas si mes mains ne sont pas assez bien manucurées ou que ma bague n'est pas assortie. Vous voyez, ce genre de conneries qui font on peut perdre en tant que nana, mais enfin maintenant les hommes s'y mettent aussi. On peut perdre un temps fou à s'analyser devant un miroir, n'est-ce pas? Donc c'est tout le problème du perfectionnisme, du souci du détail et de narcissisme. Si on a un narcissisme blessé, qu'on passe des heures devant un miroir, c'est pas pour rien, évidemment. Ça veut dire beaucoup de choses, le miroir. C'est tout ce qui est problème de... Est-ce qu'on ressemble, si on ne ressemble pas à un membre de la famille? Imaginons que vous avez à côté un membre de la famille, je sais pas, la papesse, etc. Et vous voyez ça, vous pouvez vous sentir jugé tout le temps par le regard de votre mère. Donc ça peut être une carte qui pourrait être associée au jugement, mais pas le jugement comme la carte, le jugement, mais le jugement plutôt comme quelque chose de sévère qui vous analyse. Hein. Et donc là, on rejoindrait alors la cible, on est peut-être la cible de quelqu'un qui nous en veut, voyez, ou de quelqu'un qui ne veut pas vraiment notre bonheur. Et donc, le miroir peut être le miroir de beaucoup de choses. Hein. C'est un peu le miroir, on passe dans une autre réalité. Mais pas une autre réalité comme une réalité vie-mort, mais une réalité dans le sens où on peut voir les choses autrement. Hein. On peut regarder les choses et se dire, mais ma fille, mais aujourd'hui, mais non, t'es pas moche, mais tu es splendide, mais tu vas rayonner, mais tu vas voir, tu vas faire exploser la planète. Enfin, bon. Hein, ça c'est quand on se réveille, qu'on a très bien dormi, que tout va bien, que tout baigne et qu'on s'y tient, une très belle journée ensoleillée, je vais faire une belle promenade, je vais téléphoner à une copine pour peut-être faire un pique-nique, enfin vous voyez, donc on peut, en se regardant dans le miroir le matin, presque créer sa réalité du jour, en tout cas moi j'y crois. Hein. Mais je vous ai dit, et je vous le redis, je suis une grande optimiste, c'est-à-dire que, et surtout quand tout va mal, j'ai cette force en moi de me dire que tout va bien. Bon. Alors maintenant, les cartes qui sont un petit peu plus simples ici, le bébé, on a tous été bébés, je vous ai parlé du chut tout à l'heure, hein, et comme vous pouvez le voir, le bébé ici, hein, je ne lui ai pas mis un regard en fait, je ne lui ai mis pas un regard parce qu'il est encore dans un indécis, c'est pour ça qu'il est perdu un peu dans cette masse noire, il est un peu dans une confusion, dans un non défini. Il n'a même pas une bordure à son petit maillot de corps, non, rien du tout. Il fait partie encore du grand tout. Il est dans l'ignorance, il est en train de désapprendre ce qu'il a appris pendant les 9 mois de sa gestation. Il est en train de désapprendre tout sur l'universalité, n'est-ce pas, sur ce qu'il connaissait de l'au-delà, peut-être de son ancienne vie, de son ancienne incarnation. Il vient dans cette nouvelle incarnation parce qu'il a choisi ses parents, hein. Il a choisi d'incarner tel et tel cerveau et d'avoir les 23 chromosomes du père et les 23 chromosomes de la mère. Bon, je vais un peu loin, mais bon, voilà, je suis un peu comme ça. C'est pour vous parler de la richesse de ce tarot, comme quoi on peut aller très loin. Et ça dépend vraiment de l'imaginaire de chacun, de lui attribuer ce qu'on veut. Ça peut être
on est le bébé. On est un bébé, on est dépendant, on est complètement, vous voyez, il peut y avoir des gens de 25 ans qui sont des bébés, qui n'en foutent pas une, qui sont vraiment fatigants à force d'être fatigués. Et des personnes âgées aussi qui sont comme ça. Mais bon, c'est plus normal quand on a 80 ans passés d'avoir un comportement dépendant que quand on est un adolescent ou un adulte. Voilà, donc c'est le bébé, le vrai bébé, c'est le désir d'enfant, le désir d'un bébé, le désir de choyer, le désir de gâter, le désir d'habiller, le désir, mais attention de ne pas prendre le bébé pour une poupée. C'est le désir tout court, c'est le désir d'amour, c'est le fruit d'un amour. Le bébé, donc c'est être un bébé, c'est être dépendant complètement d'un amour de parents. Mais ça peut être, comme je viens de le dire, une personne dépendante, une personne qui ne connaît plus les contours de sa vie, une personne qui est complètement perdue, une personne qui s'en remet complètement aux autres. Je ne veux pas dire, elle n'est pas dans un coma végétatif, hein, c'est pas ça que je dis, hein, mais elle est dans sa vie, elle est peut-être désorientée. Ça peut être par exemple une personne qui, tout d'un coup, écoutez, elle mène sa vie vraiment magnifiquement bien, et puis pouf, il y a le bébé qui apparaît. Je dis, tiens, est-ce que cette personne n'a pas un Alzheimer, par exemple? Est-ce que cette personne n'a pas perdu la tête dans le sens où elle est redevenue comme un bébé? Elle ne sait plus où elle ne sait plus à quelle heure il faut manger, elle ne sait plus où sont ses clés, elle est perdue si les autres ne s'occupent pas d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut vouloir dire des choses comme ça. Alors un bébé, évidemment, c'est magnifique. Un vrai bébé, je veux dire, un bébé charnu, c'est magnifique. C'est un condensé d'amour. Ça prend beaucoup d'énergie, mais ça en donne tout autant. Ça peut faire rayonner, faire éclater de bonheur toute une famille. Hein? Ou surtout un jeune couple qui avait un désir d'enfant et que l'enfant est enfin là. C'est magnifique. Alors évidemment, si vous avez le monde et puis que vous avez le bébé, vous êtes non seulement assuré qu'il va avoir une grossesse, que l'enfant va venir au monde, que ça sera une mère qui sera complètement comblée, mais en plus le bébé il est bien là, puisqu'il est carrément annoncé. Bon, bref, ça on verra ça plus tard. Par exemple, le bébé apparaît dans un jeu, et que par exemple, le consultant ou la consultante est seul, ça veut dire que peut-être dans sa tête traîne l'idée de vouloir fonder une famille. Ça peut être ça aussi. Ou ça peut être aussi un bébé qui a un problème. Je veux dire, j'ai une patiente il y a pas longtemps, non c'est terrible ce que je vais vous raconter, elle est d'origine étrangère, et donc dans sa religion, écoutez, on fait l'amour, on a un bébé, hein, on fait l'amour, on a un bébé, enfin c'est comme ça, enfin je veux dire, c'est pas que ça marche à chaque coup, mais voilà, cette femme a perdu exactement 9 bébés, vous entendez bien, et elle a eu un enfant, un garçon, au bout, c'était la 3e ou la 4e grossesse, et cet enfant, elle a constaté cela seulement à 7 ans, que cet enfant avait un retard mental. Donc il y a quelque chose dans le corps de cette femme qui fait que l'enfant n'est pas complet, et l'enfant ne vient pas au monde. Donc à 3 mois, 4 mois, pouf, elle perd son bébé. Donc c'est terrible pour cette femme, c'est terrible, c'est une déchirure terrible. Et en plus, que son seul enfant n'est pas tout à fait normal. Et bon, il y a des choses que je pourrais lui dire par rapport à cet enfant pas tout à fait normal, c'est que peut-être que l'enfant a compris que pour avoir l'attention de sa mère, il ne doit pas être normal. Mais ça, c'est allé peut-être un peu trop loin. Donc l'enfant a vraiment un retard mental, mais la maman est obligée, quand il va à la toilette, de s'occuper de lui, etc. Donc il y a quand même des trucs un peu trash. Et tout ça pour vous expliquer qu'il se passe des choses quand même autour de la conception, et qu'il ne faut pas oublier que faire un enfant, quelquefois, c'est vraiment quelque chose de très complexe. Nous, on voit la magie de la vie, on voit le bébé réalisé. Moi, je vois un bébé de 6 mois qui éclate de santé avec des fossettes dans ses mollets, tellement il est joufflu, bien rond, à croquer, quoi, comme on dit, hein, à bouffer, comme on dit quand on voit certains bébés. Mais voilà, ça c'est vraiment, je ne vais pas dire dans le meilleur des cas, ça arrive très souvent que les bébés viennent au monde et qu'ils sont magnifiques. Mais il y a aussi des cas, donc il peut y avoir aussi un bébé problème ou un problème par rapport à la conception, etc. Cette carte peut aussi incarner cela, c'est ça que je voulais dire.
Alors, un enfant, c'est quoi? Bien, un enfant, c'est les premières bêtises, c'est surtout la sensation du corps. Mettre les doigts dans sa bouche, comme je l'ai représenté ici, mettre les doigts dans son nez, apprendre l'éducation, savoir se tenir à table, tenir ses couverts. Enfin, dans un premier temps, c'était un peu limite, mais tenir ses couverts, apprendre à marcher droit, à écouter ses parents, à faire plaisir, mais aussi faire beaucoup de petites bêtises, faire tout ce qui est interdit, aller mettre ses doigts dans la prise de courant et avoir une décharge, aller voler un bonbon dans un magasin qu'on fourre en bouche et qu'on dit non maman, plein de chocolat, non maman, j'ai rien fait, enfin, vous voyez, de ce genre de conneries. Donc c'est tout le domaine des sensations, du plaisir, de la joie, des jeux, des premiers petits camarades, de l'importance du jeu, de l'importance de l'éducation, les stades du non, non pas d'accord, non je veux pas, non, 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 mais aussi beaucoup de oui, oui, oui. Donc l'enfant c'est tout ça, c'est les plaisirs, la désobéissance, se faire remarquer, vouloir être le chouchou de tout le monde, vouloir être conforme aussi aux désirs des parents sur l'enfant. Il y a des enfants comme ça qui sont tellement polis, tellement gentils, tellement sages, immaculés, mais ils ne jouent pas ces enfants. Donc, méfiez-vous d'un enfant trop propre et trop gentil. Enfin, ça, c'est moi qui vois. J'en ai pas, mais bon, je fais comme si voilà, j'étais responsable de tous les enfants. Voilà. Et donc un enfant, il faut vraiment faire très attention à plein de subtilités parce qu'on peut des fois ne pas détecter un enfant qui a un problème. On crie dessus, par exemple, et on ne se rend pas compte que cet enfant est hypersensible. Et donc, le fait de lui crier dessus le terrorise. Il a des terreurs nocturnes et du coup il fait pipi au lit. Vous voyez, il y a des enfants, on peut leur crier dessus, rien à foutre. Je veux dire, deux jumeaux, donc de la même fratrie, deux jumeaux peuvent avoir des comportements complètement différents. L'un peut être terrorisé, l'autre peut être carrément un tir au flanc. Ça ne veut rien dire. Donc c'est très très important l'éducation d'un tout petit, très très important. Ça vous le savez tous, mais sachez-le, quelquefois on peut détecter très tôt un problème de vue, un problème d'audition, parce que l'enfant ne se rend pas compte, il est dans son monde de tout petit être, et donc pour lui, il voit parfaitement, il entend parfaitement, donc il ne comprend même pas pourquoi on crie, ou pourquoi le papa est tout rouge et s'énerve. Voilà, il faut vraiment être au taquet, ce qui est difficile dans notre société actuelle, puisque les parents courent d'un boulot à un autre, courent de la crèche à l'école, à Dieu sait où, un endroit, à la garderie, c'est ça, c'est la garderie, vite faire à manger, vite ceci, vite cela, donc on est pressé comme des citrons, on n'a plus le temps de rien, et pourtant l'éducation est tellement, tellement importante. Enfin, que l'enfant puisse vivre son enfance. Alors l'adolescence, là on est carrément dans autre chose. L'adolescence, c'est les premiers émois sexuels, c'est l'acné, c'est le fait qu'on se sent moche, on voit la mutation de son corps, mais aussi celui de son esprit. L'iconographie, enfin les parents qu'on prenait pour des icônes, etc., dégringolent de leur piédestal. Ça peut être la rage, l'incompréhension, le je veux vivre ma vie, j'en ai rien à foutre de rien, la rébellion totale, la crise adolescente, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça peut être aussi les découvertes de son corps, les découvertes de ses premiers émois, se dire tiens c'est bizarre, tiens elle a des poils, moi j'ai pas de poils. Ça peut être un état d'incertitude terrible, de remise en confiance, j'allais dire de remise en confiance, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que sa confiance en soi qui était vraiment, qui pouvait être très belle quand on était enfant et préadolescent, mais une fois qu'on est dans la préadolescence même déjà, parce que pour certains ils sont très précoces, à l'adolescence, on est vraiment, on se pose beaucoup de questions, on est mal à l'aise, on est mal dans son corps, on est mal dans sa peau, vraiment mal dans sa peau, je veux dire, dans le terme peau, pas symboliquement, mais physiquement aussi. On se trouve moche, on a des poils, de l'acné, des fois on peut avoir une hyperpilosité pour certains, pour d'autres les cheveux changent de structure. Ça peut être un moment, pendant la période d'adolescence, tout d'un coup on a envie de changer complètement de peau. On a envie de se faire tatouer, on a envie de se faire des piercings, on a envie de voyager, on a des grands rêves, des grandes idéologies qui naissent à ce moment-là.
des grandes croyances qui nous tombent comme ça, toutes cuites. Hein. On veut faire des choses avec les amis, on veut vraiment révolutionner le système. On n'est pas d'accord avec ce que nous disent les parents. On veut absolument se distinguer des autres. Donc c'est toute l'ère des transformations, d'être mal dans sa peau, de se regarder, de vouloir muter. C'est tous les problèmes d'identification. À qui s'identifier? Il y en a qui vont s'identifier au Che Guevara, d'autres à Madonna, des autres encore, voilà. Ça peut être tout ça. Ça peut être aussi, je ne veux plus aller à l'école, j'apprends rien, tout ça, ça ne sert à rien, être je m'en foutiste, s'en foutre de tout, être addict aux jeux virtuels puisque la réalité extérieure ne vous plaît pas. Ça peut être tout ça l'adolescent. Donc c'est une période aussi où il est très crucial pour des parents de faire très attention parce que tout peut basculer à l'adolescence, mais vraiment tout. Hein, il y a beaucoup de gens qui sont en décrochage scolaire. Bon, évidemment, je vous parle de tout ça. J'ai beau dire, je n'ai pas d'enfant, et qui plus est, on est dans une société actuellement où vraiment tout est tellement interdit que, évidemment, si l'enfant se permet d'avoir une petite rébellion, mais tant mieux, je dirais. Moi, je trouve qu'un adolescent qui se rebelle est un adolescent sain. Un enfant qui est très gentil, très poli, il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre, il ne se fait pas remarquer, il n'a pas envie d'être le centre de mire de tout le monde. Un adolescent qui n'essaye pas de se distinguer des autres, qui est toujours d'accord avec ce qu'on lui demande, qui est toujours en train de suivre des copains. Ça peut être ça aussi, ça veut dire qu'on délègue son pouvoir à d'autres. Ça peut se passer aussi pendant cette époque-là parce qu'on est très très mal dans sa peau. Mais il faut être très vigilant. Mais facile à dire, comme je vous l'ai dit, car n'ayant pas d'enfant, évidemment, il n'y a pas de jugement de ma part, mais juste des détails auxquels on ne pense plus parce que des fois on est tellement débordé par sa vie qu'on ne pense pas que tiens c'est bizarre, mais ma fille a 14 ans, elle ne veut pas faire de boum, elle ne veut pas sortir avec ses copines, elle ne veut pas ceci, elle ne veut pas cela. Ça peut être les moments des dépressions masquées. Il faut faire attention à l'adolescence vraiment parce qu'il y a tellement de bouleversements pendant cette époque-là qu'un adolescent ou une adolescente pense des fois à des choses un peu morbides. Hein. Voilà. Donc je dis ça, je dis rien. Alors ça peut être évidemment les premiers cultes de la musique, ça peut, je veux devenir musicienne, je veux devenir chanteuse, je veux. Mais en même temps, j'ai pas les moyens. Donc maman, est-ce que tu me passes de l'argent pour m'acheter telle tenue? Papa, est-ce que tu veux bien me conduire à l'équitation pour être avec Marie-Agnès? Enfin, etc. Donc il y a un peu tout ça. C'est aussi la période où on pense qu'on peut devenir une rockstar, où on veut absolument aller à la Star Academy, ou bien on veut chanter dans un groupe, ou bien on veut, par exemple, on sent qu'on a l'âme d'un styliste et qu'on va révolutionner la mode parce qu'on a découpé 3 t-shirts et qu'on a mis 3 épingles de nourrice, ou bien fait une grosse couture, ou placé une tirette qu'on a cousue avec la machine de maman. C'est tout ça aussi. Donc on se tâte beaucoup. C'est vraiment un stade vraiment de mutation. Alors, être femme, je vais prendre les 2 cartes parce que finalement, être femme ou être homme, ça n'a plus tellement de sens dans notre société, mais être femme au foyer, être Wonder Woman, être une maman exemplaire, être une femme au foyer, une mère exemplaire, une expert comptable hors norme, et en même temps peindre sur la soie le dimanche après-midi. Donc ça c'est un petit peu, voilà. L'homme peut être exactement la même chose. Est-ce que cette femme est une femme ou un homme qui a un comportement de femme? Même chose. Est-ce que cet homme est un vrai homme? Enfin quand je dis vrai, entendons-nous, on peut être homosexuel, être un vrai homme, voilà, c'est ça que je veux dire. Mais est-ce que c'est un vrai homme? Ça veut dire, est-ce que c'est une femme? Par exemple, vous êtes une femme et vous tirez constamment l'image de l'homme. C'est pas, et ça ne concerne pas une question affective, par exemple, ça représente un état d'esprit. Voilà, dans la temporalité, voilà, vous tirez la carte de la temporalité ou bien du sens. Et vous tirez l'homme, et vous dites, tiens, c'est marrant, je parle de finance et il y a l'homme, et bon, là je parle pas de finance comme ça, je parle, voilà, c'est pas le banquier, quoi, c'est ça que je veux dire. Donc peut-être que cette femme gère ses affaires comme un homme, tout en étant une femme. Donc on peut être incarné
par une autre carte que par celle de son sexe, en dehors de la sexualisation de la personne, je veux dire, hein, peut-être LGBT, enfin PQS, je ne sais plus quoi, enfin bref, donc elle peut avoir tous les rôles possibles dans sa sexualité, être asexuée comme être bisexuelle, comme être transgenre, transsexuelle, comment pansexuel, enfin bon, il y a tellement de choses maintenant, moi-même j'arrive plus à suivre parce que le catalogue des possibilités est trop grand, je ne me moque pas en disant ça, mais je veux dire c'est vrai, enfin moi personnellement je suis complètement dépassée par ce genre de choses, et donc pas que ça soit inintéressant, mais disons que bon, j'ai fait que 2 cartes, voilà. Donc la femme peut être comme l'homme, homme-femme au foyer, homme-femme papa-poule, homme-femme d'extérieur, homme-femme d'intérieur, homme-femme Wonder Woman ou Wonder Man, homme-femme qui se pose des questions, homme-femme qui a du mal à s'incarner en tant qu'homme-femme, etc., etc. Donc c'est tout ça. Être femme ou un homme au 3e millénaire, c'est pas une mince affaire, en gros. Et donc, voilà. Mais ça peut simplement aussi vouloir dire, tiens, j'ai sorti la femme et je suis une femme. Ah voilà, on voit que c'est vraiment une question qui est ciblée sur moi. C'est ça aussi que ça veut dire. Hein. Et si on est un homme, tiens, ça me représente bien. Et c'est marrant, je tire justement cette carte, or que je me posais une question vraiment très personnelle et qu'on voit que la carte de l'homme sort, ça veut dire qu'on est vraiment ciblé sur la problématique qu'on est en train de poser au tarot décrypté. Alors il reste une carte qui est la personne âgée. Alors la personne âgée, ce n'est pas qu'une personne âgée. La personne âgée, c'est un senior, mais c'est aussi une personne qui a peut-être beaucoup de culture, c'est peut-être une personne qui a des très grandes connaissances, c'est peut-être une personne on vient de loin pour lui poser des questions, c'est peut-être un ancien professeur d'université plein de dignité. Bon, là je l'ai fait digne, hein, mais voilà, il n'est pas gravataire, je veux dire. Mais une personne âgée, c'est peut-être aussi une personne dépendante, une personne qui est, voilà, et je peux dire ça pour la femme et pour l'homme, hein, ça peut être des personnes qui sont dépendants affectifs, qui sont dépressifs, qui sont colériques, évidemment, toute la caractéristique des personnes peut s'affubler pour les 2 sexes, et pour la personne âgée aussi, mais la personne âgée, évidemment, quand on pense personne âgée, c'est pour ça que j'avais fait un peu un parallélisme avec le bébé, on peut être complètement dépendant, on peut être perdu, on peut être sénile, on peut être Alzheimer, Parkinsonien, enfin même si ces maladies se soignent, enfin pas l'Alzheimer mais le Parkinson, on peut déjà fameusement le baisser avec des médicaments, et l'Alzheimer le freiner avec tout ce qui est lié à la mémoire, avec des médicaments pour la mémoire, mais il n'empêche que la dépendance c'est quelque chose de terrible, et dans nos sociétés où les personnes âgées ne trouvent même plus leur place quelquefois, donc ça peut être une période très difficile à vivre. Mais ça ne veut pas dire que la dépendance, ça ne veut pas dire que la sénilité, ça ne veut pas dire que la dépendance dans un foyer ou une personne maltraitée parce que voilà, elle est âgée, on la laisse, voilà, et qu'elle est toute seule, elle n'a pas de famille, etc. Imaginons qu'une personne âgée vienne, enfin non, généralement les personnes âgées ne viennent pas me consulter, c'est plutôt leur famille qui me consulte parce qu'ils s'inquiètent pour une personne de leur entourage, une personne plus âgée. Mais bon, en attendant, la personne âgée, ça peut être aussi une personne excessivement cultivée, quelqu'un qui a vécu la guerre, quelqu'un qui sait de quoi elle parle, ça peut être quelqu'un d'une intelligence redoutable, ça peut être quelqu'un qui a une très très grande connaissance dans plein de domaines variés. Donc ça peut être un conseiller, quelqu'un qui s'occupe de ses petits-enfants, quelqu'un qui leur raconte des histoires, quelqu'un qui adore ses petits-enfants parce que justement il a une façon unique d'être, par exemple il a des tics, voilà, et qu'il les fasse rire, il est drôle, parce que quelquefois les parents n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants, mais par contre les grands-parents, vous savez, le nombre de fois où j'ai entendu des femmes, des hommes dire « Oh, ma mère avec moi, elle était horrible, mon père, n'en parlons pas, c'était un tyran. » Et quand je le vois avec mes petits, là, c'est dingue, il n'est plus tyrannique, il est complètement gaga, il est adorable, mais vraiment, c'est un papa, un grand papy gâteau. J'aurais jamais pensé ça de mon père, c'est pas possible. Je dis, mais c'est parce que simplement maintenant il a le temps. Il n'est plus stressé. Ce n'est pas lui qui doit éduquer l'enfant. C'est pas lui qui a tout le côté en charge émotionnelle que peut vouloir dire d'être parent. Donc, comme il est dégagé de toute cette responsabilité-là, il peut être lui-même et peut lui donner le meilleur au petit
le meilleur de lui-même, sa meilleure part, on va dire, qui vient sur un tard. Voilà pour la personne âgée. Voilà, donc ça c'était la partie du tarot que j'ai appelé temporel, avec ses 11 arcanes. Et alors je voulais vous dire quelque chose aussi. Donc le bébé a les yeux qui sont clos. On a juste une ligne ici, qui est la ligne des sourcils. On ne voit pas son regard. Là, l'enfant, il a un chapeau, et la personne âgée a un chapeau. Et là, on voit un peu un éclat de regard. Il s'ouvre sur le monde, il regarde à gauche, il regarde dans le passé. Je vous avais dit l'importance des regards, n'est-ce pas? Il regarde vers le passé, donc sur tout ce qu'il connaît. Donc il ne connaît pas grand-chose encore quand il est enfant. Mais voilà, il se rattache un petit peu à sa famille, etc. Hein, il est très dépendant évidemment de ses parents et tout, hein, c'est un tout petit être. Et donc son regard s'ouvre sur le monde tout doucement grâce à ce chapeau, au ras des yeux. La personne âgée, là on voit plus clairement ses yeux, même si c'est une carte un peu, voilà, qui efface un peu les détails, mais il n'empêche qu'il regarde droit devant lui. Il sait qui il est, il sait ce qu'il a vu, il sait ce qu'il nous enseigne. Et il a un chapeau parce qu'il est un peu vraiment arrivé au seuil de sa vie et que bientôt, voilà. Alors ce que je peux dire par rapport au bébé, le bébé est dans le vide. L'enfant a les doigts dans la bouche. L'adolescente tient un bic. On ne voit pas vraiment, mais elle tient un bic dans son t-shirt Crix. La femme tient son poignet. L'homme tient un appareil photo, même si ce n'est pas très clair. Donc la personne âgée s'agrippe et est bien accoudée. Là, elle tient bien son fauteuil, ou c'est peut-être juste par dignité qu'elle met ses mains comme ça, on ne le sait pas. Hein? Et donc, on voit que les trois personnages centraux, l'adolescente, la femme et l'homme, eux n'ont pas de chapeau, ne portent pas de chapeau, mais ont un regard bien visible. On voit bien leur regard. La femme regarde droit devant elle, l'adolescent a un peu de trois quarts du style « cause toujours, tu m'intéresses hein ». Elle a un regard un peu vraiment... En fait, c'est une véritable adolescente que j'ai filmée, mais bon, que j'ai photographiée, mais vraiment, c'est cause-moi, tu causes toujours, tu m'intéresses. Elle n'aime pas trop ça. Elle accepte, mais elle n'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment très ado. L'homme, bon, l'homme, je le connais aussi. C'est une personne très affable et je trouve que ça se voit sur son visage, qui regarde la femme, bon voilà, moi. Voilà. Et donc, ce que je voulais encore ajouter, c'est une petite nuance, mais dont toutes ces personnes, on voit l'importance du regard, de l'ouverture du regard jusqu'à la fermeture du regard, avec le regard très clair au milieu de la vie. Ici, le regard n'est pas encore vraiment omniprésent sur ce qui s'entoure, puisqu'il est encore un peu dans le vide, il vient de sortir du corps de la mère ou à peu de choses près, hein, sauf qu'il a déjà un petit débardeur. Mais ce que je peux vous dire, bon, c'est un détail, hein, ça c'est la cerise sur le gâteau, mais on voit que ses mains sont fermées, ses mains sont comme ça, voyez. Quand vous voyez un bébé, donc, la plupart des gens qui m'écoutent, là pour l'instant, mes élèves, le savent sans doute, mais quand vous voyez un bébé qui a les mains comme ça, avec les pieds tout dense, vous êtes sûr que l'enfant est normal. Je ne veux pas dire que tout va bien, pas qu'il voit bien, qu'il entend bien, non, mais qu'il est normal au niveau de son tonus. Parce qu'un bébé, dès qu'il sort du ventre de sa mère, il veut agripper quelque chose. C'est normal, c'est les premiers réflexes de la vie. Quand vous voyez un même bébé, enfin pas le même bébé évidemment, un bébé avec des mains qui sont molles, qui ne sont pas agrippées, vous pouvez être sûr qu'il y a un retard mental. C'est pas gai. Mais enfin moi j'ai fait un beau bébé, j'ai fait un bébé bien agrippé, qui s'attache tout, enfin qui est comme vraiment une boule d'énergie. Donc là il n'y a pas de problème. Voilà, ça c'est pour la leçon sur le tarot temporel.